Salut, bienvenue dans Match après match. Ce week-end marquait la fin du premier des 4 tours de Super League. On en dresse un premier bilan. Focus tout particulier sur Servette et Sion, les deux représentants romans. La Nati s'est-elle maintenue en Liga de l'UEFA Nations League? Vous a-t-elle rassuré? Qui sont les gagnants et les perdants de ce dernier rassemblement automnal et quelles ambitions la Nati peut-elle légitimement nourrir pour le prochain mondial? On en débat dans les 45 prochaines minutes en compagnie de Jérémy Manière, Hugo Curti et Vincent Rigolet. Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus. Et oui, les journées de Super League avancent, hein, messieurs. On a déjà bouclé le premier des 4 tours. Alors, saison particulière, on l'a dit, puisqu'on va disputer 16 journées d'ici le 13 novembre. On en disputera 20 l'année prochaine. Sans rentrer trop dans le détail, Servette-Sion, bonne surprise, à leur place ou déception? Bon, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose que bonne surprise, hein. Même si on espère après chaque année, chaque saison que les Romans fassent bonne figure dans cette Super League, on n'attendait pas de voir le Servette FC si haut, même s'il y a un projet qui se met en place depuis plusieurs années, qui est cohérent et qui est pertinent et qui marche, qui fonctionne très très bien. Et le FC Sion a été un petit peu plus irrégulier que Servette. Par contre, voilà, ils ont quand même trouvé une certaine ossature, un certain 11 type. Et voilà, ils sont à des places qui sont plus que satisfaisantes. Les journées passent, mais elles ne se ressemblent pas. Je crois que c'est un peu ça le bilan, si on prend aujourd'hui particulièrement, où on a deux équipes romandes qui étaient bien en forme. D'ailleurs, hier soir, avant les matchs d'aujourd'hui, on se disait bah, c'est cool. Servette, premier égalité, en tout cas, même nombre de points qu'IB, donc deuxième à égalité de points avec IB. Sion bien placé, deux équipes qui sont en forme avant cette pause. Deux adversaires qui peuvent leur convenir. Alors, je sais que Lugano, c'est toujours un peu compliqué pour Servette au Tessin. Mais bon, pour Sion, jouer Winterthur, c'était parfait pour se relancer dans ce rush des 6 semaines restantes avant la Coupe du Monde. Puis au final, déception quand même sur cette journée, quoi. Ouais. Mais pour l'ensemble du premier tour, bon. Ils se prennent les pieds dans le tapis ce week-end, donc il y a un petit bémol. Mais je pense que si on regarde de manière plus générale, ça reste très positif. On décortique. On commence par Servette, le mieux placé. Effectivement, Servette, deuxième. Alors, la saison dernière, au même stade, on a regardé quand même, parce que si on veut comparer, Servette avait 5 points de moins. Aujourd'hui, donc, c'est 9 matchs, 17. Surtout, l'année dernière, Servette avait marqué 16 buts, encaissé 20 buts. Cette année, c'est nettement mieux, avec 11 buts inscrits. Alors là, c'est un peu moins bien, on est d'accord, mais surtout 8 buts encaissés seulement. Petit paradoxe, 4 victoires à domicile. C'est une équipe qui fait carton plein à la maison. Par contre, c'est plus compliqué en déplacement avec une seule victoire, 2 nuls et 2 défaites. Alors, le bilan comptable, je pense qu'on est unanime pour dire qu'il est satisfaisant, il est même très bon. Malgré tout, un goût d'inachevé ou de pas abouti? Non, je crois que franchement, tous les feux sont ouverts pour Servette, hein. De toute façon, une équipe qui veut bien figurer en Super League, elle doit être très forte à la maison, c'est ce qu'ils sont. Ils doivent aussi être forts défensivement, ce qu'ils n'étaient pas la saison passée, ce qu'ils le sont cette année, étonnamment. Alors que pour moi, Rouillet est malgré tout le meilleur défenseur central de l'effectif, mais il a été mis un petit peu sur le banc progressivement par l'entraîneur. Mais au final, ce choix-là, il ne porte pas à conséquence parce que Séverin ou Vouillot font une super saison autant l'un que l'autre. Effric. Donc non, et en plus il y a eu des super recrues sur le plan offensif en fin de mercato, donc il y a vraiment de quoi avoir il y a des belles promesses, il y a de quoi avoir de belles choses à Servette sur ce deuxième tour de la saison et plus loin. Ouais, puis ils ont vraiment aussi de la réussite, je pense au goal de Rodelin là, contre Saint-Gall qui tombe de nulle part. Puis le fait que Crivelli arrive, on a l'impression qu'il a toujours été là, sur les réseaux c'est déjà une star du club. Donc c'est vrai qu'il y a un peu tout qui fonctionne. Avec aussi peut-être un jeu plus pragmatique, moins flamboyant, mais qui fonctionne. Il faudra voir. Voilà, aujourd'hui, c'est peut-être le premier couac. Mais du coup, Non, mais pour moi, il y a juste un bémol, parce qu'on parle de la défense et tout va bien. La pointe de l'attaque, c'est toujours une interrogation à Servette. Là, il y a Rodelin qui est de nouveau mi-titulaire devant. On attendait de voir peut-être Crivelli, ça s'est pas passé comme prévu aujourd'hui. Fofana, c'est pas du tout le même type que Rodelin. Et au final, il y a la blessure de Bedia, qui est peut-être le gros problème de Servette dans ce premier tour, parce que ce finisseur qu'on espérait voir en Bedia, ça n'a pas toujours été le cas la saison dernière non plus, mais ils l'ont plus. Bon, le mot inachevé n'était effectivement pas approprié. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'on voit un bilan très déséquilibré entre un Servette à domicile et un Servette à l'extérieur. Si on veut rester dans le haut du classement, c'est dans ce registre-là, à l'image des matchs style déplacement à Lugano, où il faut revenir avec quelque chose. Ouais, je pense que c'est ça. Les deux axes d'amélioration, c'est les déplacements, faire plus de points à l'extérieur et également
j'ai été assez positif, dithyrambique avec Servette, c'est peut-être dans le contenu, parce qu'on sait, comme a dit Hugo, ils sont très pragmatiques, très efficaces actuellement. Ça va peut-être pas tourner tout le temps comme ça cette saison, donc on sait que le contenu va être important, et aussi par le jeu, ils vont devoir prendre la mesure de leurs adversaires, pas seulement parfois sur des coups du sort ou sur des faits de jeu. Donc ça, ce que dit Jérémy, je pense que c'est important. C'est important de partir de ces victoires à domicile pour gagner de la confiance, et ils le font très bien cette saison pour les victoires à domicile, et puis après transposer ça à l'extérieur. Avec aussi peut-être le manque de profondeur dans l'effectif. La blessure de Bedia a mis ça de manière criarde en lumière juste avant la fin du mercato. Ensuite, des joueurs sont arrivés, mais on sent que si Crivelli s'est blessé aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la gravité de sa blessure, mais on peut, avec peut-être 2-3 joueurs absents, Doulin qui était suspendu aujourd'hui, déjà là, c'est un petit grain dans la machine. Donc c'est peut-être aussi à surveiller sur le plus long terme. Et puis là, au milieu, dans ce premier tour, il y a eu la gestion du Caïmeri, qui est finalement parti. Je pense que l'engagement de Koutessa, c'était la bonne pioche pour Servette. C'est un joueur ultra intéressant. On l'a encore vu aujourd'hui, il est percutant. Quand il va gagner en efficacité, quand il va aussi mieux se trouver avec ses coéquipiers, ça va être un vrai atout pour Servette. Bon, messieurs, aujourd'hui, IB s'impose à Lucerne, déplacement difficile, sur le tard. Servette, pour l'instant, est en deçà dans ses déplacements. Malgré tout, Servette peut-il tutoyer le premier rang, selon vous? On a posé la question à nos téléspectateurs. Je vais décevoir un petit peu nos amis genevois. Je pense que sur le long terme, Servette n'est pas armé pour rivaliser avec Young Boys. On est tous plus ou moins d'accord avec ça, je le pense. Hein. Par contre, là, ils sont en embuscade. Zurich ne l'était pas non plus l'année passée. Ouais, mais Zurich avait vraiment des éléments comme Cizey qui était capable de marquer 20 buts sur la saison, ce que n'a pas Servette. Donc, non, je pense qu'ils sont en embuscade et va accrocher l'Europe en fin de saison pour le Servette FC. Ça serait déjà une magnifique perf. Ça Encore doit une être fois. l'objectif maintenant. Oui. Podium, Europe. Ouais, bien sûr. Ah, c'était pour moi la question. C'est Hugo allait vrai que j'ai un répondre. regard J'ai renvoyé le ballon. Mais vous avez les deux le droit à la parole, messieurs. Bon, je pense qu'on est d'accord, donc allez-y, Hugo. Oui, mais je pense que il faut pas se tromper de cible. Pour moi, quand on commence à comparer Servette à Zurich, à parler de titres, pour moi, c'était complètement prématuré. Et je pense qu'effectivement, s'ils terminent dans les places européennes, ce sera déjà une excellente saison. Je suis d'accord. Alors, on enchaîne avec... Plus de précision dans les passes, M. Oui, Zidane, s'il vous plaît. La distribution. Le pied gauche, un peu lacunaire. Bon, on va zapper sur le FC Sion qui était 7e avec un maigre bilan de 9 matchs et 9 points la saison dernière au même stade. 12 buts inscrits, 22 encaissés. Là aussi, on est un peu plus efficace défensivement. 14 buts encaissés seulement. 14 points, par contre. Aussi 5 points. Et là, c'est un mimétisme avec Servette. Par contre, là, c'est l'inverse. Hein. Sion mieux armé en déplacement. Une seule victoire à domicile. Vous étiez à Tourbillon aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne prend pas à domicile. Oui, Paolo Tramezzani s'excusait un peu auprès du public. Il disait qu'ils attendent beaucoup de nous. Et je pense que les joueurs le ressentent aussi un peu, d'autant plus avec l'arrivée de Balotelli, toute cette cet engouement, c'est ça, cette hype. On avait tous le mot hype, je crois. Exactement, autour de Sion. Donc il y a peut-être une petite pression, mais en tout cas, Gaëtan Carlon n'arrivait pas à expliquer cette différence notoire entre domicile et extérieur. Bon, malgré tout, c'est un sérieux coup d'arrêt aujourd'hui. Il y a énormément de questions à se poser, mais restons d'abord sur le bilan. Sion a, vous l'avez dit, montré de bonnes choses et puis est dans la course. Le bilan, il est bon. Je crois que même si c'est une petite tâche sur le beau dessin que nous a fait le FC Sion jusqu'à maintenant, ils ont un très beau milieu de terrain. Ils ont une défense qui est solide avec Santini et Cavaré. Ils ont des recrues qui sont ultra performantes avec Lavanchy qui s'est tout de suite très, très bien adapté. Quid un petit peu en fait de l'organisation autour de Balotelli. On l'a vu aujourd'hui que ça déraille un petit peu les mécaniques et puis les automatismes qui fonctionnaient très très bien. Il y a un ego à gérer de la part de Tramezzani et son staff. Et je ne suis pas du tout convaincu par ce duo d'attaquants devant. Non pas parce qu'ils ne sont pas complémentaires, simplement parce que ça enlève une force vive à mi-terrain, ce qui était pour moi la force du FC Sion sur ces 8 premiers matchs, ou 9 premiers matchs, 8 premiers matchs. Et je trouve que c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied que de mettre déjà maintenant Balotelli en tant que titulaire. Bon, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Jérémy. On va décrypter. Mais déjà, effectivement, parce qu'aujourd'hui, c'est pardon. une peau de banane, c'est une reprise de pause internationale manquée, à l'instar de ce qu'on a vu de Servette, ou c'est peut-être plus conséquent, c'est-à-dire l'intégration de Balotelli est une sérieuse épine dans le pied de Paolo Tramezzani. On en a eu une démonstration aujourd'hui. C'est le cas, mais d'un autre côté, s'il ne teste pas aujourd'hui contre Winterthur, il le teste quand ?
Parce que Winterthur, c'était l'affiche parfaite pour Paolo Tremenzani aujourd'hui. En plus, il y a l'argument de Arras blessé, donc il peut jouer la sécurité, mettre Cyprien à la place d'Arras, garder son système et puis repartir avec les mêmes, ou tenter le coup d'un nouveau système avec Balotelli en l'intégrant avec 2 attaquants, ce qu'il a fait. Alors je vais revenir sur l'association avec Stojkovic, elle n'est pas bonne, ils ne se sont pas du tout vus ni trouvés, ils ne se sont pas compris sur le terrain. Balotelli a joué plus bas, hein, il a joué vraiment, il venait chercher les ballons sans vraiment venir les chercher, mais dans une zone où il aurait pu venir chercher des ballons. Donc, au final, ça ne fonctionne pas. Mais on ne peut pas reprocher à Tremenzani de ne pas essayer. Bon, en tout cas, pas sur ce match-là. Vous étiez au stade, mais au-delà de l'intégration de Balotelli, avec sa seule présence, aujourd'hui, Girgic, si affluent les derniers matchs, on ne l'a pas vu. Stojkovic, qui demande sans cesse des ballons dans la profondeur, offre cette profondeuration aujourd'hui, prisonnier du système. Bon, c'est Winterthur aussi qui jouait très bas, donc la profondeur, il n'y en a pas. Lavanchy, avec un plot devant lui qui lui bouche le couloir, on ne l'a pas vu monter une seule fois. Vous parliez de Balthazar, très discret à gauche. Ça fait beaucoup de conséquences, plus le changement de système. Mais aux yeux de Tremenzani, Balotelli a ce rôle de numéro 10, presque de maître à jouer. En tout cas, c'est comme ça qu'il en parlait en conférence de presse. Donc, ça voudrait dire, si c'est vraiment ce qu'il veut, s'il confirme dans ce choix, peut-être qu'il devra sacrifier Girgic, qui dans ce joli équilibre avec Poa et Arras, est le maître à jouer. Et si on aime le football, c'est un joueur qu'on aime voir. Mais peut-être qu'il faudra un deuxième joueur dans le même registre qu'un Poa. Peut-être que Arras peut amener du volume de jeu, beaucoup de récupération, pour permettre justement à Balotelli d'être dans un fauteuil. Mais dans un milieu à 3, il ne fera jamais le travail que fait Girgic ou que font Arras et non, Poa. mais Girgic, sa première qualité, c'est pas le travail défensif. Donc peut-être que si on sacrifie Girgic, Balotelli aura plus d'espace. Je dis pas que c'est ce que j'ai envie de voir, mais s'il persiste dans cette idée de mettre un Balotelli au cœur du jeu et de laisser Stojkovic devant, c'est pour moi la seule solution. Bon, alors, le cœur du jeu, je crois que c'est plutôt un attaquant qui tourne autour de l'autre. Je crois que je le vois pas dans un 4-2-3-1 numéro 10. C'est plus un attaquant qui va redescendre pour faire de la place à Stojkovic devant. La seule possibilité pour moi que je vois de garder ce milieu à 3 qui fonctionne et puis d'associer Balotelli à Stojkovic, c'est de passer à 3 défenseurs centraux. Lavanchy a déjà joué dans un système à 3 à Lugano, il est parfait pour ça. Balthazar peut beaucoup moins le faire à gauche. Il a vite appris. Il y a éventuellement Piquino, mais il y a Piquino qui n'a pas retrouvé toute la possession de ses moyens. Et Moubandje qui devrait qui petit à petit pourrait intégrer ça. Après, c'est un gros changement dans un système qui fonctionnait très très bien. Et pourquoi en fait tout changer pour l'arrivée d'un joueur comme ça? Alors bien sûr, c'est Balotelli. C'est parce que c'est l'arrivée d'un joueur comme ça. Ouais. Il ne le ferait pas pour un autre joueur. Mais le FC Sion était en recherche de stabilité depuis des années. Ils font un très bon premier quart de championnat. Tout Balotelli qu'il est, moi je trouve dommage de tout changer parce que M. Balotelli est arrivé. Mais tout Balotelli qu'il est, j'ose poser la question, est-ce que Sion n'est pas meilleur sans Balotelli titulaire et le garder dans un rôle de joker Aujourd'hui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, clairement, mais les autres s'effacent. C'est ça, mais est-ce que si on laisse Balotelli 2-3 semaines sur le banc dans un simple rôle de joker, est-ce qu'il aura l'humilité d'accepter ce rôle? Je sais pas. Si on fait 3 matchs 0 points dans les semaines à venir, la question méritera d'être posée. C'est ce que dit Jérémy, c'est dommage de tout casser, quoi. C'est parce que le début de saison était très bon, et puis là, on essaye quelque chose. Alors, il faut voir ce que va faire Tremenzani au prochain match, tout simplement. Déplacement à Getse, pas facile non plus. Non, c'est sûr. Après, bien sûr, l'avenue de Balotelli, elle n'a pas été faite dans une optique de stabilité. Donc, finalement, c'était presque attendu qu'il allait prendre beaucoup d'attention aussi de la part des médias. C'est facile pour personne. Vous en faites et nous, on n'en fait rien. Ouais, on m'a dit. Nous, on aimerait parler d'Erling Haaland, mais on n'ose plus. Non, on parle interdit. Non, mais Mario Balotelli, il est capable de plus, non, quand même? Oui, bien sûr. Bruno Bernard disait que c'est un joueur qui peut, à partir de pas grand-chose, te faire quelque chose de fantastique, tourner un match, ça c'est sûr. Mais pour ça, à mon avis, il manque encore de conditions et de rythme. Mais est-ce que aussi... Alors, je ne suis pas sûr que Mario Balotelli se mette beaucoup de pression, mais on l'a vu tirer les coups francs, les coups francs à 45 mètres, alors que Girgic même fait une touche. le fait très bien. Et il fait des mises en touche. Voilà, est-ce que c'est pas... voilà, je veux rayonner un peu sur tout. Je pense pas que ça vient forcément de lui, mais c'est du management humain fait par le staff. Ils essayent de le mettre dans les bonnes conditions aussi. Il a une superbe qualité de frappe, il l'a démontré à l'entraînement. Et ils essayent un petit peu de répartir les rôles. Et aujourd'hui, c'était la première fois qu'il commençait, donc ils lui ont donné les coups de pied arrêtés, en tout cas une partie des coups de pied
puis arrêter. Je crois que c'est un peu comme c'est le cas dans certains grands clubs européens où c'est plus du management humain, management des égos. Lui donner le penalty aujourd'hui, c'est finalement logique. Genre, oui, mais Stojičković, au stade, on voit, il va tout de suite chercher le ballon. Donc dans sa tête, c'est je provoque le penalty, je vais le transformer. Et... C'est osé de sa part, hein, franchement, quand on joue avec Balotelli devant, de prendre le ballon. Oui, mais après, tout d'un coup, les deux hommes, leurs regards se croisent et Philippe très vite lui donne le ballon. Donc ça marche. Il n'y a pas un tournant quand même avec cette première titularisation, le FC Sion qui était bien rodé, qui tournait bien. Et là, on n'a pas cassé quelque chose, une dynamique, on n'a pas inversé une tendance. C'est le risque, et c'est d'autant plus dommage quand on bat Saint-Gall, quand on bat Bâle. Enfin, quand je dis on, c'est Sion évidemment, de battre Saint-Gall et Bâle. Et puis vous avez une maison en Valais, chuter, non, pas du tout en plus. et de chuter contre Winterthur, quoi. Donc finalement, si on prend le calendrier, c'était pas le match à perdre du tout. Enfin, je crois qu'il ne faut pas non plus tout noircir parce qu'ils ont perdu contre le Promu à domicile. Non. Et c'est un peu trop facile de faire le lien que parce que Balotelli est arrivé, on dresse un parallèle, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Non. Mais on essaie peut-être de trouver des sources d'explication. Mais de toute façon, c'est les 2 ou 3 prochains matchs. Winterthur fait son match. Après, il y a ce fait de jeu avec ce penalty. Mais globalement, on en a beaucoup parlé hors antenne. Non, mais Winterthur fait son match. Winterthur a joué bas, a profité des quelques occasions qu'ils ont eues. Et puis au final, Sion poussait à la fin. Ils mettent ce 3e goal. On ne peut pas leur enlever leur victoire à Winterthur. Et Bruno Bernard, elle lui fait du bien, cette victoire. Donc au final, c'est dommage pour Sion. Je peux entendre que c'est rageant pour les supporters sédunois de se dire on est la seule équipe qui a donné une victoire à Winterthur sur ce tour. Mais au final, moi, je pense que c'est plus sur le contenu, plus que le résultat. Parce que franchement, c'est le pire match depuis le début de la saison que Sion a proposé. Puis on sent que Tramazzani cherche encore. Quand on change complètement de système, qu'on fait 2 changements à la mi-temps, c'est quand même pas anodin, quoi. Et pour moi, c'était pas la bonne solution de remettre plus de monde dans l'axe, alors que justement Winterthur était très bien replié, très compact. Il aurait fallu essayer de beaucoup plus s'écarter. Et en sortant Itai Tigashwaref, il a fait un autre choix, mais c'est ça. Bon, voilà pour ce premier mini-bilan. On n'est qu'au quart du championnat de Super League. La nationale, la Nati plutôt. La nationale, c'est un autre pays. On va pas... Ouais, non, mais justement... pas envie de mettre nos amis à dos. La Nati, elle, s'est maintenue en Liga de l'UEFA Nations League en s'imposant en Espagne 2-1, puis en confirmant face à la République tchèque. Messieurs, est-ce que ce rassemblement vous a rassuré sur ce que vous avez vu sur ces 2 derniers matchs? Disons que dans le résultat et dans l'état d'esprit, la sérénité dégagée, surtout à Saragosse, mais même à Saint-Gall, quand c'était compliqué, ils auraient pu s'énerver, un peu perdre le fil. Moi, je les ai trouvés très calmes, très convaincus de ce qu'ils faisaient, très convaincus qu'ils allaient s'en sortir. Donc ça, c'est très positif. Après, je pense que dans le jeu, on peut encore se poser quelques questions. Dans le jeu, on rappellera quand même qu'on s'impose contre l'Espagne sur 2 balles arrêtées, 2 corners, que Yann Sommer... sauve la maison une nouvelle fois en arrêtant un penalty contre les Tchèques. Votre avis, Jérémy? Moi, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. Je crois qu'il faut... On a cette envie d'ambition maintenant avec cette super génération qu'on a. On veut les voir gagner contre les grandes équipes. On veut les voir jouer bien aussi. Il faut aussi savoir prendre 2 matchs dans le contenu moyen, mais où ils font 6 points quand même. Donc, je crois qu'il y a tous les feux aussi qui sont ouverts pour notre Nati, je parle allemand maintenant, pour notre Nati en vue de la Coupe du Monde. Et j'ai vu des super performances individuelles, en tout cas collectivement. C'était par moments un peu plus compliqué, comme l'a dit à juste titre Hugo, mais j'ai vu des belles perfs, moi. C'est vrai que battre l'Espagne et la République tchèque, finalement, c'est ce qu'on va retenir. Sur le papier, oui. et puis la confiance, elle est plutôt bonne. Et je vous rejoins, Hugo, sur la sérénité. C'est vrai que cette équipe-là, elle dégage quelque chose où on se dit, par moment, ça va être compliqué, mais ils vont tenir, ils vont réussir, et ils vont tenir ce résultat jusqu'au bout, jusqu'à 94e et s'imposer contre l'Espagne. On ne peut rien leur enlever. Cette campagne de Nations League, elle a mal commencé, elle a très bien terminé pour la Suisse. C'était mieux dans cet ordre-là en vue de la Coupe du Monde dans 1 mois et demi. C'est aussi le mérite de Mourad, peut-être, Yakin, qui a pas su, on va dire, modeler son équipe dès les premiers rassemblements et qui, au fil de l'évolution, a trouvé peut-être aussi des palliatifs à certaines blessures importantes. En tout cas, dans le discours des joueurs, ils mettent beaucoup en avant la gestion humaine de Mourad Yakin. J'ai souvenir qu'en juin, après la défaite au Portugal, il laisse une soirée libre aux joueurs qui peuvent se retrouver, manger ensemble. Je pense qu'il sent bien le groupe. Il est peut-être plus proche qu'un Petkovic. Donc en ce sens-là, je pense que c'est bien vu. Après, moi, je suis quand même plus inquiet quand ils doivent prendre le jeu à leur compte. On l'a vu contre les Tchèques. C'est parfois plus compliqué. Et je pense que contre le Cameroun et la Serbie, si on veut vraiment passer et aller loin, on doit pouvoir prendre le jeu à notre compte. Et là, j'ai vraiment quelques doutes encore.
Bon, messieurs, l'essentiel, c'était de se maintenir dans cette Liga. Tout le monde l'a dit, hein, les joueurs, les dirigeants. Il y a des choix quand même, Cornelia, sur lesquels j'aimerais m'arrêter, qui se posent à Murat Yakin, parce que sur ce dernier rassemblement, on a certaines hiérarchies qui ont été mises à mal, voire complètement remodelées. Je pense au premier rang, l'attaque, Brelem Bolo. Clairement, aujourd'hui, Ami Haris Seferovic... Ça va être sans discussion, mais on va laisser Jérémy commencer. Non, mais on verra ce que vous avez à dire par rapport à ça. Mais au vu de la saison qu'il est en train de faire à Monaco, il est encore buteur et passeur aujourd'hui. Au vu des performances qu'il a faites avec l'équipe nationale, dans le système aussi joué par cette équipe de Suisse en 4-3-3, avec, il peut jouer autant en point d'appui, il peut attaquer la profondeur, il peut faire jouer les autres, il peut être passeur, buteur. Pour moi, c'est le numéro 9 qu'on cherchait depuis très très longtemps, qui a un profil beaucoup plus complexe que Seferovic, sans forcément critiquer Seferovic, qui est plus un attaquant de surface et qui va rendre de bons services, je l'espère, à la Nati dans un rôle de joker. Mais Seferovic, Embolo, c'est le 9 dont on a besoin dans ce schéma-là, dans cette configuration-là. Et d'autant plus pour un attaquant, la confiance, c'est important. Parfois, avec l'équipe suisse, on a mis des joueurs qui jouent assez peu en club. Pour ce qui est de l'attaquant de pointe, pour moi, il faut quelqu'un qui est en grande confiance. Donc on souhaite à Embolo que ça se passe bien avec Monaco pour les semaines qui viennent. C'est le cas encore aujourd'hui, Jérémy l'a dit. Pour moi, c'est le choix incontesté de Murat Yakin. On doit jouer avec Brelem Bolo. Il peut tout faire, il ne peut pas dribbler. Enfin, pour moi, il ne peut pas éliminer un contre un. Ça, c'est fini. Mais pour ce qui est de jouer en appui, de finir devant le goal, je lui fais entièrement confiance et je pense qu'on va avoir une belle Coupe du Monde avec Embolo devant. Surtout que Seferovic au Galatasaray, c'est pas imposé, en tout cas au début. Donc c'est vrai que pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de discussion non plus. Si je rebondis sur les propos d'un certain Didier Deschamps, quand on a été titulaire indiscutable, impossible de faire partie d'une liste en tant que remplaçant. Seferovic, vous le prenez quand même, on est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. Mais je prends Giroud aussi, hein. Je prends Giroud sans problème avec la France. C'est un autre débat. Voilà. Mais Seferovic... Non, bien sûr qu'on le prend. Non, mais c'est logique. C'est logique de le prendre. D'accord. Et on n'a pas beaucoup de choix non plus. C'est ça, on n'a pas énormément de choix pour Là, vous me donnez une belle perche parce que le deuxième secteur que j'aimerais aborder, c'est celui du poste d'arrière gauche, couloir gauche. Là, on a vu Renato Steffen, doublure annoncée de Rodriguez par Murat Yakin. C'est créatif. C'est quand même un peu inquiétant, non? C'est une catastrophe, vraiment, j'allais dire, pour moi c'est très inquiétant. C'est la preuve qu'il y a. On l'a vu en Espagne, ça va pas. Contre une petite équipe, si on gagne, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas, déjà, dans son rôle d'ailier, pour moi, c'est pas un joueur incroyable, ou plus en tout cas, et puis dans un rôle de latéral, il a jamais fait ça, ça va pas. Dans une défense à 4, c'est quand même très différent que s'il jouait piston. Pour moi, il a les qualités, autant offensives que défensives, de jouer le rôle de piston avec 3 centraux derrière lui qui sont capables de le couvrir. Par contre, dans une défense à 4, effectivement, c'est utopiste de le voir comme doublure pour la Coupe du Monde. Je suis allé voir les stats sur sa longue carrière. Renato Steffen, il a joué 5 fois latéral gauche. Dans une défense à 4, donc. Ouais. Mais du coup, qui? C'est la question, en fait, c'est vrai que le fait qu'il soit là, ça montre aussi, c'est ça, ça montre aussi qu'il y a des carences. Ouais. Le Tamba s'était blessé juste avant le rassemblement. C'est un droitier qui jouerait à gauche, entre guillemets. Mais vous, le défenseur de métier, désolé de vous cantonner à ce rôle-là, mais c'est quand même vrai, vous êtes le mieux à même de dire, est-ce que c'est compliqué pour un arrière-droit qui est quand même plus à même de défendre, d'évoluer dans le couloir gauche avec ce football moderne d'aujourd'hui? Ouais, quand on défend, c'est très compliqué. Pour défendre, c'est compliqué. En construction zone 1, on est forcément sur son mauvais pied pour relancer, donc on n'a pas forcément les angles et puis les orientations qui font qu'on peut sortir le ballon proprement. Par contre, ça peut être intéressant, comme le fait Cancelo à City, sur le plan offensif, parce qu'on peut rentrer, surtout que le Tamba aime bien dribbler aussi. Ça ne serait pas un énorme problème sur le plan offensif de jouer avec un droitier latéral gauche. Par contre, pour défendre, c'est plus compliqué. Ouais. Je crois qu'il joue qu'un seul quart d'heure à Paris hier soir. Donc, à droite, en plus. Il y a aussi ça, c'est ça. Loris Benito? C'est un joueur expérimenté qui va accepter son rôle de doublure, qui est un spécialiste du poste. Donc, pour moi, ça peut être un choix naturel, mais il n'est pas forcément tout le temps titulaire à IB, si je ne me trompe pas, sur cette saison. Donc, ce ne serait pas un choix, en fait, évident, ce poste de doublure. Hein. Il y a d'autres possibilités, mais il n'y en a aucun qui vraiment sort du lot, j'ai l'impression. Au-delà de la peur ou de la crainte que m'inspire par moment Rodriguez quand il est en phase défensive, je veux dire, s'il se blesse pendant la Coupe du Monde et que la doublure serait Renato Steffen, on est mal. La vérité, c'est ça. Récit, c'est finito. Ouais. C'est là qu'on voulait revenir avec le débat. Sherdan Shaqiri,
Voilà, il va finir son championnat, il va venir. Est-ce qu'on le prend comme latéral gauche. Ah ouais, je l'avais pas vu. Non, c'était un enchaînement en fait. Ouais. Je n'osais pas Shaqiri au poste d'arrière gauche. Vrai. Quoique, avec les kilomètres qu'il fait actuellement, s'il doit couvrir une zone défensive, pourquoi pas. Non, mais justement, le Xherdan Shaqiri qui va devoir se maintenir en forme à Lugano, tout joueur indiscutable qu'il était ou qu'il est encore peut-être, j'ouvre le débat, dans la hiérarchie de Murat Yakin. Vous le mettez Moi, je le mets dans quel rôle? Moi, je Non, le mais mets on le prend, bien sûr. Il est irremplaçable. C'est le seul qui a cette petite magie technique qui, sur un coup de patte, peut nous faire basculer une rencontre. Alors, même si physiquement, ça fait plusieurs années que c'est compliqué. À Lyon, il a été exilé sur l'aile droite, qui n'est plus son poste de prédilection. Par contre, voilà, même dans le 4-3-3, je le mets faux ailier à droite et il faudra malheureusement qu'il fasse les efforts défensifs en conséquence, même si on sait que ça va être compliqué parce qu'il sera à court de compétition. Et c'est plutôt là, en fait, l'inconnu. C'est dans quel état on va retrouver Xherdan Shaqiri dans un mois et demi. Pour moi, on doit remettre en question Xherdan Shaqiri. Ça voudrait dire sacrifier Vargas ou Okafor. Quand on voit Okafor en Ligue des Champions, Vargas, pour moi, contre les Tchèques, c'est le meilleur Suisse ou un des meilleurs Suisses. Pour moi, on doit en tout cas se poser la question. Mais c'est vrai qu'en plus, avec quasiment 1 mois et demi, 2 mois sans compétition, et en plus, il joue en MLS, il est plus aussi intouchable qu'avant. Et pour moi, on pourrait commencer sans lui. La légende urbaine veut que Shaqiri ne joue qu'en équipe de Suisse. Il n'a jamais joué dans aucun club, il joue qu'en équipe de Suisse. Et je veux dire, le dernier Euro, il était encore une fois pour moi indispensable. Et je peux comprendre qu'on puisse le remettre en question, mais je trouverais difficile. J'imagine que le choix est difficile pour moi, Yakin, de se passer de Shaqiri. Je préfère prendre Okafor et laisser Vargas en joker. Là, on se réfère sur du statut. Oui, bien sûr. Acquis par Shaqiri, on ne touche pas au statut. Pendant de des Shaqiri, années, le statut a été ultra important en équipe de Suisse. Maintenant, on prend des joueurs de Super League en équipe de Suisse. Déjà, on a fait un pas en avant. Offensif sur les 2 rassemblements et encore quoi. C'est insuffisant. Oui, c'est insuffisant, mais... Parce que contre le Brésil, on va devoir défendre. Contre la Serbie, très joueuse, on ne va pas non plus être ultra dominant. Non, après, contre le Brésil, on peut mettre des plans en place pour essayer de le cacher défensivement et puis avoir d'autres joueurs qui font le travail pour lui. Je crois qu'il y a un club en France qui le fait très bien avec 3 plusieurs joueurs. Jamais. Donc, je crois que le fin tacticien qui est Murat Yakin pourra trouver des solutions. Par contre... moi, je vois malgré tout Xherdan Shaqiri, surtout contre le Cameroun, surtout contre la Serbie, où on aura probablement un peu plus le ballon que contre le Brésil, je l'espère. Et c'est ce genre de joueur-là qui, sur une frappe de 30 mètres, sur une passe bien sentie pour N'Bolo, peut nous faire la différence. Une ouverture magistrale dont il a le secret. Ou un rush solitaire contre la Serbie, rappelez-vous. Oui, effectivement. Ouais, peut-être qu'on va aussi jouer sur l'aspect psychologique avec Xherdan Shaqiri, donc qui, on le rappelle, est attendu à Lugano pour se maintenir en forme. C'est la rumeur. C'était une discussion, oui. Dernières informations qui ont transpiré se confirmeront. Un mot quand même, messieurs, sur Granit Xhaka, souvent décrié. Les médias aiment bien les gratigner. Là, franchement... avec Arsenal qui trône au sommet de la Première Ligue, il est en train de livrer un automne assez exceptionnel. Il est incroyable. Et moi, je dois faire mon mea culpa parce que je l'ai souvent critiqué. J'aimais pas un peu ce rôle monorhythme qu'il avait devant la défense. Il prenait peu de risques parfois, je trouvais. Il se mettait pas assez dans le rouge, pas assez en difficulté. Il était dans sa zone de confort. Et là, par contre, il joue même plus haut cette saison. Et malgré tout, il a des stats assez incroyables. Il arrive à être bon sous pression, justement, plus haut sur le terrain. Il est un leader incroyable par la parole, par les actes. Et c'est le vrai leader de cette équipe de Suisse. Et c'est le vrai capitaine de cette équipe d'Arsenal, même si ce n'est pas lui qui a le brassard. Oui, puis il était homme du match d'ailleurs dans le derby du nord de Londres. Mais aussi, je trouve, on le sent plus apaisé. Il vient d'avoir 30 ans, mais à Saint-Gall, il est venu parler avec les médias. Il n'y avait plus vraiment de questions, mais il restait là à discuter. Alors qu'il y a peut-être quelques années, c'était aussi plus tendu. Là, on sent qu'il est tellement sûr de lui, de ses prestations. Plénitude, c'est ça, de ce qu'il peut dire aussi, qu'il n'a plus peur d'être déstabilisé ou de devoir s'énerver. Et ça, c'est vraiment impressionnant à voir. Non, mais volume de jeu, vision de jeu, c'est le poumon de cette équipe, que ce soit Arsenal ou la Suisse, c'est pareil. Et puis, en défense centrale, messieurs, le leader actuel pour vous, c'est peut-être même le meilleur défenseur que l'équipe de Suisse ait connu. Moi, je respecte les anciennes générations, mais je me suis documenté, j'ai rarement vu un défenseur de cette envergure jouer pour notre pays. Manuel Akanji, il est incroyable avec Manchester City, il est incroyable avec l'équipe nationale. Et je ne dis pas ça parce qu'il a marqué, mais
dans son anticipation, dans son duel, dans sa relance pied gauche comme pied droite. Je ne vois pas qui a déjà été aussi fort que ça comme défenseur en Suisse. Et je crois que c'est le leader de notre défense. Ouais. Puis on voit Elvedi sans lui, c'était pas du tout le même joueur. J'ai trouvé à Saint-Gall, il a été en grande difficulté contre les Tchèques, alors que ils n'ont jamais perdu sauf erreur à Kanji et Elvedi ensemble. Donc c'est aussi, il est bon tout seul, je veux dire, et aussi il rayonne et il transporte comme ça ses coéquipiers. Et pourtant, le pari était risqué, hein, parce que se mettre en conflit avec Dortmund, vouloir partir, aller à Manchester City, se mettre en danger, parce que quand même, il y a des joueurs internationaux, des grands joueurs à Manchester City. Ouais. Et là, il est titulaire en Ligue des Champions, il était titulaire aujourd'hui. Il a poussé Ake sur le côté, donc non, vraiment, il prend une importance incroyable, Manuel Akanji, puis son challenge, il est réussi pour le moment, en tout cas. Et ce qui est incroyable, c'est que Fabian Schär fait une super saison à Newcastle aussi. Hein. C'était ma prochaine question, avec Elvedi, Schär et Akanji, là, on est plutôt bien lotis, mais Akanji, Schär, pour vous, c'est pas un bon équilibre? Pour moi, ça peut très bien. On peut associer autant Elvedi que Schär à Akanji. La défense sera quasiment de même qualité. Schär nous a peut-être un petit peu plus habitués à des erreurs individuelles que Elvedi, qui est peut-être moins rayonnant par ses transversales, par peut-être moins de buts dont on se souvient, comme c'est le cas pour Fabian Schär. Par contre... D'un autre côté, il se projette aussi, il amène du danger. On l'a vu marquer quelques goals incroyables avec Newcastle. À Saint-Gall aussi, en se projetant, se faire à l'origine du premier goal. Donc c'est d'autres qualités, il faudra voir. Elvedi, c'est très personnel, mais je le sens dans un petit creux quand même. Un petit creux de confiance du côté de Nico Elvedi. Donc on verra. Saison passée assez compliquée à Gladbach sur le plan collectif. Ouais. Et pas titularisé ce week-end. Le milieu de terrain, on en a parlé brièvement avec Xhaka, indiscutable. Freuler à ses côtés, je pense intouchable. Duel Sow-Zakaria. Alors là, on parle toujours sous l'espoir de ne pas avoir de blessures d'ici le rassemblement. Mais petit avantage pour Sow actuellement. Avantage clair, je pense. Zakaria qui n'était pas convoqué contre Crystal Palace ce week-end. Et puis Sow, il a été malin. Lui est resté alors qu'il avait des grandes offres cet été. Et il est dans la forme de sa vie. Vraiment, il a pris un avantage assez clair. Le fait qu'il soit titulaire les 2 fois. Pour l'instant, c'est vrai que Zakaria est vraiment lancé dans une course contre la montre et ça va être compliqué de s'imposer à Chelsea, dans quand même ce qui reste une des meilleures équipes du monde, pour ensuite s'imposer en équipe de Suisse. Donc c'est un double défi en quelques semaines, ça va être compliqué. Bon, ça n'a pas toujours été obligatoire de jouer en club pour jouer en équipe de Suisse, mais j'entends l'argument et pour moi... face à un concurrent qui est indiscutable et qui a remporté... Non, mais moi je mets Djibril Sow sur le terrain aussi. Mais l'autre option serait aussi d'inverser le triangle avec une seule sentinelle... Enfin, il y a actuellement une sentinelle et puis 2 numéros 8, ça serait pouvoir de mettre un double pivot devant la défense et pouvoir mettre Shaqiri dans un rôle de numéro 10 avec ces 2 joueurs que sont Vargas et Okafor, capables aussi de défendre avec 2 lignes de 4 contre des équipes qui auront peut-être un peu plus le ballon. Ça serait peut-être une façon de cacher Shaqiri justement dans les matchs un peu peut-être plus compliqués. Pour moi, c'est là où il est meilleur. Donc c'est vrai que c'est vraiment une bonne solution. Ça serait une bonne solution et peut-être que Zakaria aurait sa place dans ce rôle plus défensif. Affaire à suivre donc dans une 50aine de jours. On va pas parler de Yann Sommer, quoi. Je suis un peu déçu. Si. Alors. Ok. Omlin qui devait être testé contre la République tchèque, c'est ce qui était plus ou moins prévu, mais il prend un bête carton jaune depuis le banc contre l'Espagne, donc il n'a même pas eu le droit d'essayer. Est-ce qu'il a perdu sa place de numéro 3 du coup? C'est là que vous voulez emmener? Non. C'était simplement pour dire il était tellement incroyable à Genève, je pense que. Non mais Yann Sommer, en fait, c'est vrai, on s'est pas arrêté sur le poste de gardien, mais sur la planète mondiale, Yann Sommer, le petit Suisse Yann Sommer, qui soi-disant était trop petit pour jouer dans les goals, mine de rien, il fait partie. C'est le meilleur gardien sur penalty qui existe sur la planète. Sa ligne, et après dans les airs, moi il fait toujours un petit peu. Il y a Mike Menon de l'AC Milan qui est pas mal dans les stats aussi, mais il est exceptionnel, Yann Sommer. C'est top 10 mondial et on n'en parle pas assez pour moi. Voilà. Parce que contre l'Espagne, il nous sort trois arrêts de grande classe. Contre les Tchèques aussi, quand c'est serré, il va claquer ce ballon juste à côté de son pied. Oui, vraiment, là, on est bien les sorties aériennes, si par exemple contre les Serbes, comme ça, s'ils arrivent à le bouger, à peut-être un peu le chercher, je pense que c'est peut-être le seul potentiel alerte. Mais c'est vrai tant qu'il ne fait pas la spéciale, je mets le genou à terre pour un ballon en lucarne, il est extraordinaire. Et puis des fois, les relances au pied, non? Ouais, mais il est exceptionnel au pied. Ça peut arriver. Justement, il n'y a que les gardiens qui n'essaient pas de relancer. Non, il est très très fort, même au pied. Pendant 50 jours, quelle ambition pour notre équipe nationale, messieurs. On rappellera que la Suisse débutera face au Cameroun, puis enchaînera face au Brésil et terminera son
disputera son 3e match de groupe face à la Serbie. Vous venez de me dire ce qui me fait le plus peur, moi, honnêtement. Le calendrier. Le calendrier. Je pense que c'est pas dans le bon ordre. C'est le grand ennemi de la Suisse pour cette Coupe du Monde, c'est le calendrier. C'est de jouer le Cameroun d'abord avec l'obligation de faire des points, de tenter un résultat contre le Brésil et puis surtout de jouer cette finale contre la Serbie de tous les dangers, quoi. Vraiment, moi, c'est le calendrier qui me fait le plus peur. Ouais. Je suis d'accord avec l'esprit de revanche qu'auront forcément les Serbes, un contexte humain et finalement géopolitique quand même qui sera compliqué. Les Serbes, attaquants, ils ont une génération qui s'est renouvelée, à la différence du Cameroun qui se cherche un petit peu un contingent. Les Serbes avec Vlahovic devant, ça peut faire peur. Et Mitrovic qui se fera l'attaquant qui a le plus marqué en Europe. Donc Tadic qui est pas horrible non plus au milieu. Kostic qui est pas mal aussi. Non, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a toute l'équipe, quoi. On rappellera quand même que la Serbie est allée gagner en Norvège le match qui lui permet de monter en Liga du UEFA Nations League. Ils ont battu Hollande, du coup. Ils ont écrit la Suède aussi 4-1. Donc, pour vous, c'est l'adversaire direct pour la qualif ? Oui, vous mettez le Brésil au-dessus, comme tout le monde, j'imagine. Moi, je me dis que la Suisse peut battre le Brésil. La Suisse peut battre tout le monde. Mais vraiment. Non, mais c'est étrange. Étrangement, le Brésil, j'ai moins peur pour ce match-là que le match contre la Serbie. S'ils font 3 points en ayant battu le Brésil, ils peuvent être éliminés aussi. Donc, moi, la spéciale suisse. Tout le monde a l'air très confiant et moi, je suis quand même un peu moins. C'est peut-être mon côté vaudois. Mais... je suis vaudois aussi, mais je suis confiant. Mais, non, mais le Brésil est tellement fort que c'est vrai que la Suisse sait se mobiliser pour ce genre de rencontre. Et ils nous déçoivent quand même rarement contre ce genre d'équipe. Je crois que le Cameroun est, sans leur faire offense, un petit peu en dessous des 3 autres adversaires que la Suisse aura, des 2 autres adversaires que la Suisse aura. Mais je crois qu'il y a de quoi passer quand même. Il y a pas de... Je crois qu'il faut aller avec beaucoup d'ambition, en sachant aussi qu'ils peuvent perdre contre n'importe quelle de ces équipes. On a posé la question à nos téléspectateurs, à nos abonnés, et il doit pas y avoir beaucoup de Vaudois, Hugo, qui ont répondu. J'ai vu le sondage avant. Regardez le sondage. Vous êtes 16% à penser que la Suisse va rentrer à la maison après ces 3 matchs de groupe. Vous êtes 17% à penser que la Suisse y sera en 8e de finale, mais terminera son aventure qatari à ce stade. Et vous êtes plus de 2 tiers à penser que la Suisse atteindra soit les quarts de finale ou même un tiers pense se hisser ou espère se hisser dans le top 4. Alors au-delà de ce résultat qui nous fait réagir de manière hilarante, ça veut aussi dire que la mentalité et les attentes au tournoi d'équipe nationale, parce que nous les plus anciens, je peux vous dire qu'on n'a pas toujours vécu d'aussi belles périodes de l'équipe nationale, sont devenues plus élevées. Moi, je trouve ça beau. On est devenu un petit peu plus chauvin aussi. Moi, je trouve ça beau, que les gens ils se disent que la Suisse peut aller loin. On a le droit de rêver et autant le faire à ce moment-là. On est 1 mois et demi avant. Quand on aura perdu le premier match contre le Cameroun, on refera le sondage, puis ce sera plus compliqué. Mais même les joueurs, Akanji qui dit on va être champion du monde, je pense que si on avait dit ça avant la Coupe du Monde 2006, on serait moqué de lui. Et là, même pas, parce que c'est pas impossible. Et surtout, j'aime cette mentalité, cette ambition. On va pas au Qatar pour faire du tourisme, ni pour rentrer à la maison après le premier tour. Donc ça, je trouve vraiment intéressant et encourageant. Et ça, c'est ancré dans la culture des grands clubs dans lesquels pas mal d'internationaux suisses jouent. C'est jouer pour la gagne tout le temps, peu importe l'adversaire, que ce soit à Man City, à Arsenal, à Chelsea pour Zakaria. On joue pour gagner et ça nous fait du bien, justement. C'est énormément... c'est super enrichissant d'avoir des joueurs dans des grands clubs parce que même s'ils jouent peut-être pas tous les matchs où ils ont un temps de jeu un petit peu limité, qui ne sont pas des titulaires indiscutables, ils savent ce que c'est vraiment ce haut niveau et puis de jouer tous les matchs pour les gagner. Ça ne veut pas dire que la Suisse doit se prendre pour plus que ce qu'elle est, mais c'est jouer sans peur. Et je pense que ça, c'est important. Et sans complexe. Ouais. Il y a une période, Alain, vous l'avez rappelé, où la Suisse jouait avec pas mal de complexes. En se disant, on va défendre, on va essayer de tenir le fameux coffre-fort helvétique qu'on a beaucoup entendu en France. C'était une défaite honorable. Jolie défaite. Ça, le lendemain des matchs d'équipe suisse, défaite honorable, 1-0 contre l'Allemagne, 2-1 contre l'Italie. C'était hyper frustrant, quoi. Ça, on ne le connaît plus. Aussi parce qu'on a plus gagné contre ces grandes nations ces derniers temps, mais c'est vrai, juste le fait de se dire, on y va sans peur. Bon, alors Hugo, on aura bien compris, vous faites partie des 16%, vous pensez 3 matchs et à la maison ? C'est pas ce que je souhaite, mais c'est votre ressenti. Pour moi, c'est pas impossible qu'on en arrive là, malheureusement. Vincent, vous êtes plus optimiste ? J'ai pas réussi à convaincre Hugo. Je sais pas ce qu'on doit viser, honnêtement. Je sais pas jusqu'où on peut aller. Ça dépend tellement aussi de l'adversaire en 8e, en quart. Mais on sort du groupe. J'espère. Honnêtement, je le souhaite. Ce serait tellement dommage de ne pas le faire. On le souhaite tous, ok. Mais on a peur de ces Serbes. Ça serait presque décevant de pas sortir. Ce serait un échec, oui. Ce serait un échec. On va gagner en Espagne, on sort la France au dernier Euro et on a peur de la Serbie.
Il ne faut pas avoir peur. Par contre, Bah non, il faut être conscient aussi qu'on peut perdre contre les Serbes parce que les Serbes ont énormément de qualité. Et comme le disait à juste titre Vincent ou Hugo, je ne sais plus exactement, on peut gagner contre tout le monde, mais on peut perdre aussi contre ces trois équipes-là. Et voilà, il ne faut pas non plus pas d'excès de confiance. La première réponse, vous n'avez pas donné votre pronostic, hein. Bien joué. Mais... Moi, je pense qu'on sort du. Mais ça sert à rien de donner des pronostics comme ça. Si, parce si. que ça On aimerait bien ressortir l'image après. On sort du groupe et on échoue en quart de finale. Parfait. Ça va se jouer. Ce qui sera un bon bilan. Ça va se jouer non pas contre le Cameroun, mais vous l'avez dit, hein, messieurs, obligation de faire les 3 points, ou presque, avant de jouer le Brésil en 2 et d'être dans une position. Dans tous les tournois, c'est le premier match qui détermine la confiance qu'on a pour aborder. Mais même un point, on a envie de dire qu'on ne sera pas éliminé avant de jouer les Serbes derniers. On va se dire, contre le plus mauvais, et pardon, je mets bien des guillemets, du groupe, on fait qu'un point. On va se dire qu'on a raté notre phase de groupe. Ouais, ça reste un géant d'Afrique qui était comme favori de sa CAN à la maison. Je pense qu'on a peut-être tendance à sous-estimer ces Camerounais. Et puis avec une belle attaque. Avec non, mais bien sûr. Avec Vincent Aboubakar. Il y a des bons joueurs aussi. Bien sûr, Anguissa. Non, il y a des super joueurs au Cameroun, attention. On est impatient d'y être. Ça, c'est sûr.